Hey, Dumont! Quoi? Parle-nous d'électricité. Non, man. Tu vois bien que je suis en train d'atterrir sur un porte-avions, là? Parle-nous d'électricité, c'est tout. Man. T'as peur? Tu me déranges, man! Tu sais pas comment ça marche? C'est quoi, t'es trop pourri? Pourri, moi? Ah ouais, donc, Dumont. Parle-nous d'électricité, là. Laisse-moi une dernière game, là. Puis t'es où, là? Je suis dans ta tête, man. C'est sérieux, ça. L'électricité, on dit toujours que c'est chinois. Shut up! Pas lui. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement simple. Donc, revenons à la source. Reprenons depuis le début. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Bon, c'est certain que l'électricité, on pourrait en parler beaucoup, mais j'ai pas envie trop de m'éterniser là-dedans, parce que ça pourrait aller jusqu'à 2000 ans. Mais si on regarde récemment ce qui a vraiment changé le cours de l'électricité, ben il y a deux individus qui se sont battus. Et d'ailleurs, ce combat, on l'a appelé la guerre des courants. Parce qu'en gros, d'un côté, eh bien, on pourrait dire qu'on a Thomas Edison avec le courant continu. De l'autre côté, eh bien, c'est Nikola Tesla avec le courant alternatif. Donc, avant de parler de ça, parlons d'eux. Effectivement, parce que parmi les scientifiques et étudiants dans le domaine de l'électricité, il y avait deux noms techniques et concepts opposés qui se demeurent du lot. Oui, Thomas Edison et Nikola Tesla. Si le premier était fervent adepte du courant continu ou le DC, eh bien le second prônait l'utilisation du courant alternatif ou le AC. Et tous les deux ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'électricité à la fin des années 1900. Historiquement connu pour le début des systèmes des émetteurs téléphoniques et des imageries animées, Edison reste célèbre pour sa lampe à incandescence. Oui, ce dernier voyait dans l'éclairage électrique un marché lucratif face aux lampes à gaz, largement dominantes à ses débuts, puis à cause de son manque de connaissances, malgré toute une équipe derrière lui, Edison se heurtait à de nombreuses difficultés. Donc Edison, lui, croyait au courant continu, puis il utilisait ses ampoules à incandescence et tous ses systèmes à Manhattan, New York, puis il croyait au courant continu. Tout était basé sur le courant continu. Et du côté de Tesla, contrairement à Thomas Edison, il accordait plus d'importance à la compréhension de l'électricité qu'à la manière d'en faire du profit, puis il était plus un mathématicien physicien qu'un expérimenteur autodidacte comme l'ingénieur américain. Donc, Nikola Tesla, il était d'origine serbe et puis il a été connu parce qu'il a travaillé à Paris pour la compagnie Edison, parce qu'il y avait une division à Paris, puis il a été référé à Edison lui-même à New York et il est allé travailler pour Edison. Mais oui, Nikola Tesla a travaillé pour Thomas Edison. Mais initialement, Tesla avait été embauché par Edison pour l'aider à améliorer son système électrique défectueux à New York. Mais ce dernier, il avait alors suggéré d'utiliser le courant alternatif pour plus d'efficacité à moindre coût. Mais l'adoption d'un système basé sur le courant alternatif remettait cependant en cause tout ce qui avait été entrepris. Puis la mise en place d'une telle infrastructure électrique, ça nécessitait des connaissances approfondies. Et Edison, ils n'avaient pas ces connaissances-là versus Tesla. Donc là, on est en train de rentrer dans une guerre des courants, vous voyez. Et Edison avait promis à Tesla 50 000 $ s'il parvenait à améliorer ses dynamos pour le courant continu. Mais sans surprise, Tesla, le brillant ingénieur, s'était mis à peaufiner le mécanisme durant des mois pour arriver au résultat escompté. Mais malheureusement, Edison, il n'avait pas tenu sa parole, puis Tesla est devenu en colère. Et Tesla est donc parti à son compte. Donc, un petit recap. Oui, on a deux ingénieurs, un qui est plus brillant que l'autre, si on peut dire. Même Tesla, lui, voyait des images dans sa tête. Il était capable de créer ses systèmes. Il était un peu introverti, par contre. Il l'a toujours été, mais Edison, lui, il aimait pas Tesla. Donc, il y a eu une petite guerre, même des inventions comme la chaise électrique, pour prouver que le courant alternatif de Tesla, il était mauvais, il était dangereux. Mais n'oubliez pas qu'à New York, il y avait des chocs électriques dus au courant continu utilisé par Thomas Edison. Donc, la guerre des courants. Alors maintenant que nous connaissons un peu l'histoire, qu'est-ce que l'électricité? Ouais, la grande question aujourd'hui. Souviens-toi que toute la matière est constituée d'atomes. Et pour simplifier, imagine qu'un atome est formé d'un noyau autour duquel tournent des électrons un peu comme des planètes autour du Soleil. Et les électrons les plus éloignés du noyau sont les moins bien attachés au système. Ils peuvent donc s'échapper plus facilement. C'est des électrons libres. On retrouve dans le noyau de l'atome deux types de particules. Eh bien, on a le proton et le neutron.
Puis les électrons, eux, ils gravitent autour. Puis n'oubliez pas que les électrons, c'est infiniment petit. Si, par exemple, l'atome faisait la grosseur d'un terrain de football, eh bien, l'électron en soi, ça serait même pas la grosseur d'un pois vert dans le milieu du terrain. Donc, il y a énormément de place dans un atome. C'est pas si compact que ça. Et lorsqu'un électron passe d'un atome à l'atome voisin, ben, il chasse l'électron libre de ce voisin puis prend sa place. Puis on mesure alors un déplacement d'électrons. Puis c'est ça qu'on appelle le courant électrique. Le courant continu ou DC. Ah oui, le courant continu, c'est une forme de courant électrique dont la tension et le sens du courant restent les mêmes dans le temps. Oui, le courant continu est utilisé typiquement pour les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas reliés à un réseau électrique puis doivent donc utiliser des piles ou des batteries. Il y a certains métros qui sont aussi alimentés en courant continu, puis par ailleurs, il y a d'autres générateurs de courant continu comme les dynamos qui existent. Puis dans une pile, c'est une réaction chimique qui engendre un mouvement d'électrons qui se déplace dans un sens dans le conducteur du pôle négatif vers le pôle positif. On appelle ce courant électrique un courant continu. Le courant alternatif. Le courant alternatif, c'est une forme de courant électrique dont la tension et le sens du courant s'inversent plusieurs fois par seconde. Puis le courant alternatif est produit typiquement par un alternateur à partir d'énergie de mouvement mécanique. C'est aussi le moyen le plus commun de transporter l'énergie électrique. Et le courant alternatif disponible sur un réseau électrique vient de plusieurs types de production de courant. Puis ce courant électrique alternatif, il est disponible par les prises de courant qui se trouvent dans les murs de nos maisons. Puis au Canada, la tension électrique, c'est 110 volts, puis la fréquence, 60 Hz. Et dans un alternateur, il y a un aimant appelé rotor qui tourne à l'intérieur d'une bobine de fil fixe et qui est appelé stator. Puis c'est ça qui induit un courant dans les fils de la bobine. Puis parce que l'aimant a deux pôles, un positif et un négatif, le courant oscille. C'est pour ça qu'on appelle ça du courant alternatif. Puis d'ailleurs, nos barrages hydroélectriques, ça crée du courant alternatif. Oui, à Radisson, ça c'est un des plus gros barrages hydroélectriques au monde souterrain. Les turbines vont tourner, sont entraînées par l'eau, et puis ça va faire tourner quoi? Un gros aimant, stator-rotor, puis ça qui va faire notre courant électrique. Au Québec, on est vraiment avant-gardiste de ce côté-là. Ça vaut la peine d'avoir une voiture à l'électricité. Puis ce principe permet de produire plus de 99% de l'énergie électrique consommée dans le monde. Puis la fréquence du courant alternatif dépend de la vitesse à laquelle tourne le rotor. Puis dans notre réseau électrique à 60 Hz, ça veut juste dire que les électrons changent de direction 120 fois par seconde. 120 fois par seconde, 60 Hz. Fois 2, vous comprenez? Mais comment produit-on l'électricité? En imposant un mouvement régulier à un aimant à proximité d'une bobine de fil, un courant électrique apparaît dans ce fil. Puis ça, c'est le principe de l'induction électromagnétique ou principe de Faraday. Puis plus la vitesse de déplacement de l'aimant est grande, plus le courant généré est important. De même, avec un gros aimant puis une bobine comportant de nombreux tours de fil, de nombreux électrons seront perturbés, puis l'intensité va être plus élevée. C'est normal. L'alternateur. L'alternateur, c'est un type de générateur électrique qui est constitué d'un rotor puis d'un stator. Puis le rotor, comme son nom l'indique, c'est une partie tournante. Ça tourne, ce rotor, oui. Le stator, lui, il est constitué d'un enroulement de fils, c'est-à-dire d'un circuit dans lequel va apparaître le courant électrique. On l'appelle alternateur parce qu'il fournit un courant alternatif. En gros, il y a des électrons qui voyagent dans un sens, puis dans un autre sens, selon les pôles de l'aimant qui se présentent devant la bobine. Pour mettre en mouvement l'aimant de l'alternateur, il faut la relier à une turbine. Puis ça ressemble à une roue de moulin avec des aubes. C'est parti en forme de cuillère ou de pale sur lesquelles un fluide, que l'air, le gaz ou la vapeur d'eau, va pousser. Puis en activant les aubes, le fluide qui doit posséder suffisamment d'énergie entraîne la rotation de la turbine. La liaison avec le générateur se fait par l'axe de rotation. On parle d'arbres, puis on dit qu'ils sont couplés. Puis il faut trouver un fluide qui aura suffisamment de force pour pousser les aubes de façon efficace. Puis ça, c'est la raison d'être des centrales de production électrique comme ici au Québec. Bon, ça conclut notre petite introduction d'électricité. Donc, en gros, c'est un atome avec proton, neutron, centre. On a des électrons, puis là-dedans, il y en a des électrons qu'on appelle des électrons libres, qui aiment ça faire le party, puis switcher vers d'autres atomes. Puis là, c'est là qu'on voit de l'électricité. N'oubliez pas que c'est certain que selon le matériau, il y en a qui sont conducteurs, puis il y en a qui ne le sont pas, puis ça dépend vraiment s'ils ont des électrons libres ou pas. Donc, si on parle de plastique, c'est moins conducteur peut-être, et caoutchouc, que, exemple, le cuivre dans nos fils à l'intérieur, du cuivre. Question d'atomes. Et du côté des courants, on a le courant continu, ça continue toujours dans le même sens, et on a le courant alternatif qui alterne, oui, qui alterne. Donc, ils vont être créés avec des électrons libres qui vont alterner pour produire l'électricité, contrairement au courant continu qui sont comme poussés dans une rivière pour aboutir d'un moins à un plus.
Introduction du système électrique du Dash 8, ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas tant. Mais la plupart des avions plus gros que le Dash 8 utilisent divers types de systèmes d'alimentation électrique qui sont uniquement adaptés à des applications spécifiques. Puis un avantage majeur de l'alimentation courant continu au Direct Current de 28 volts, ben, c'est que ça peut être utilisé pour des services qui peuvent également être exploités à partir des batteries de l'avion en dernier recours. Donc, le courant continu, on sait, ça prend une source, c'est un avantage majeur parce que si tous les systèmes de l'avion arrêtent, les moteurs et tout ça, bien, il faut être capable de continuer à avoir des systèmes, exemple, équipement avionique, tout ça. Donc, c'est pour ça que le courant continu, c'est important d'en avoir avec des systèmes bien branchés. Et l'alimentation en courant alternatif ou courant alternatif à fréquence fixe de 115 et 26 volts est utilisée pour alimenter l'électronique, les radios, les aides à la navigation et certains instruments. Et la fréquence fixe de 115 et 26 AC est produite en convertissant le DC en 115 AC à fréquence fixe à l'aide d'onduleurs. C'est génial, on prend du courant continu, puis on l'apporte, puis on le transforme en courant alternatif. C'est pour ça que quand on ouvre nos batteries, on est capable d'ouvrir nos inverteurs. Puis en gros, ça veut juste dire que ben on va faire du courant alternatif avec notre courant continu. C'est hot ça. Et le courant alternatif fixe de 115 volts peut également être réduit en courant alternatif fixe de 26 volts pour des applications spécifiques via des transformateurs. Et avec 28 volts courant continu converti en 115 avec les onduleurs et 26 volts avec les transformateurs, bien, tous les équipements alimentés en courant alternatif fixe seraient également disponibles si vous n'utilisiez que la batterie. Donc on a du courant continu qui se transforme en 115, puis le 115 qui se transforme en 26. Puis ça c'est AC. DC en AC. Wow, on peut alimenter plein de trucs. Oui, c'est génial. Et l'alimentation en courant alternatif à fréquence variable de 115 volts, ça c'est une autre chose, c'est produite par des générateurs qui fonctionnent à des régimes variables. Puis ça, c'est réservé à l'alimentation d'éléments tels que des éléments chauffants qui nécessitent de grandes consommations électriques, puis des moteurs électriques, exemple. Quand on parle d'éléments chauffants, bien, ça peut être comme les hélices, ben oui, les propres de-ice. Puis le courant alternatif variable est également une bonne source d'alimentation de grande capacité pour les moteurs électriques tels que les pompes de suralimentation en carburant puis les pompes hydrauliques. Les éléments chauffants et les moteurs électriques puissants sont la spécialité de l'alimentation électrique à courant alternatif variable. Puis le courant alternatif à fréquence variable de 115 volts peut également alimenter des transformateurs redresseurs ou des TRU, qui eux autres vont transformer le courant alternatif à fréquence variable de 115 volts en courant continu de 28 volts. Bon, à date, pas trop compliqué, hein? D'un côté, on a du courant continu qu'on apporte tranquillement à se transformer en 115, qui va se transformer en 26, puis ça, le 115 puis le 26, c'est du courant alternatif. Puis de l'autre côté, le courant alternatif va être créé, oui, à fréquence variable qu'on appelle, qui est produit directement avec l'hélice au bout de la ligne, qui va servir pour alimenter des trucs qu'on n'a pas vraiment besoin pour notre survie, mais qui sont quand même essentiels. Fait qu'en gros, ça c'est le début de notre système électrique. Quand on a compris ça, là, après ça, on peut aller... Tout d'abord, le système électrique du Dash 8 utilise du 28 volts DC comme source principale d'électricité. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Et du côté du AC, bien, comme on le sait, c'est vraiment une source de backup qui va être utilisée pour backer le DC. Donc, dans une situation extrême, ben oui, on pourrait quand même voler avec seulement qu'une batterie. Wow! Et le moteur a été designé également pour être capable de démarrer les moteurs en plus de générer de l'électricité. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un starter-générateur. Oui, ça, c'est une chance d'avoir ça. Et habituellement, eh bien, nous utilisons un GPU pour le démarrage, mais nous, dans notre compagnie, ben, c'est certain que les batteries start sont très courantes. C'est pour ça que les batteries, on va en parler plus loin, ils ont été modifiées. On est rendu avec du LED acide. Et du côté des caution et warning lights, quand on regarde le panel, moi j'aime ça, je m'amuse à séparer le panel en trois. Donc quand on parle d'électricité, ça va être beaucoup plus du côté gauche que du côté droit. Par contre, au centre du panel de caution light, on parle un peu plus de mécanique quand on a une panne moteur. Du côté des circuit breakers, les breakers qui vont nous protéger contre le système électrique, vous avez ça en arrière du commandant et en arrière du copilote. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Il y a des lettres, il y a des chiffres. Vous avez simplement à suivre le chiffre et la lettre correspondante
Et ça va vous apporter exactement au bon breaker. C'est assez simple. Et les panels sont bien séparés également. On voit qu'il y a left main, left essentiel et left secondary du côté du commandant. Quand on regarde les panels qu'on recherche un peu plus, c'est du côté du premier officier en haut, en arrière. Ça, c'est le AC. Donc, amusez-vous à vous retrouver à travers tout ça. Il y a des breakers très importants. Vous voyez le breaker de la voice recorder, il est juste là quand il y a un accident, il faut tirer dessus. Il est en arrière du commandant. Vous pouvez le retrouver. Attendez pas d'avoir un accident. On n'en veut pas, mais attendez pas d'être là pour le chercher. Puis s'il fait trop noir, bien, vous avez une petite lumière juste là que vous pouvez allumer pour pouvoir voir vos breakers. Wow! C'est de la technologie, ça, 1980. Maintenant, c'est l'heure de construire notre système électrique. Donc, que retrouvons-nous dans le système électrique du Dash 8? Alors, tout d'abord, vous allez avoir deux batteries dans le nez en avant de l'avion. En ouvrant le petit panneau, vous allez pouvoir avoir accès à deux batteries de 24 volts, 40 ampères. Et puis, on a la batterie main qu'on appelle et auxiliaire. La main est face au panneau. L'auxiliaire est plus loin en arrière. Nous retrouvons également deux DC générateurs de 28 volts DC 300 ampères refroidis à l'air. Oui, on en a un à gauche sur le moteur de gauche et un à droite. Il y a également deux TRU ou converteurs de 115 volts 3 phases variable AC à 28 DC de 200 ampères. Et encore une fois, nous retrouvons sur le moteur à gauche le IC générateur et sur le moteur de droite également. Juste ici, on trouve le GCU Generator Control Unit. C'est ça qui va régulariser puis contrôler les sorties des générateurs. Et il ne faut pas oublier le BBPU. Oui, le BBPU qu'on retrouve en arrière du siège de copilote, juste dans le rack au fond, juste là, cette petite boîte-là, c'est le BBPU, puis il est très, mais très important. Il va peut-être nous sauver la vie. Puis il s'appelle Busbar Protect Unit. On va protéger les busbars. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des busbars. On a des busbars essentiels, des mains, on en a plein de busbars. Qu'est-ce qu'une busbar? Eh bien, vous voyez, c'est des barres d'alimentation. Ici, on en a une grise, une noire, une bleue, une blanche, il y en a de toutes sortes. Mais des busbars, eh bien, c'est des barres qu'on peut brancher en gros plein de systèmes dessus. Et si on regarde le système, eh bien, à votre droite, vous avez la main batterie et à votre gauche, l'aux batterie. Et qu'est-ce qu'on voit en partant? Bien, on voit la Hot Battery Bus. La Hot Battery Bus, c'est une bus qui est branchée directement sur votre batterie. Puis ça, c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'une switch pour l'alimenter. Ça va laisser un bus bar complètement live tout le temps. Donc, il y a des systèmes qui vont fonctionner juste en ouvrant les switches. Pas besoin d'activer le Battery Master. Ça, c'est important de le comprendre. On appelle ça un Battery Bus. Bon, système live sans Battery Master, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les poignées. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? On peut avoir la Dome Light. On a certains systèmes qui fonctionnent. Qu'est-ce qui fonctionne? Ça, est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Ça non plus, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne? Les radios fonctionnent pas. Il n'y a rien du panel ici qui fonctionne. On n'a pas de stick shaker. Une chose bien importante quand on parle de circuit électrique, bien, essayez de vous l'imager dans votre tête en vous couchant la nuit ou n'importe quand. Peut-être pas la nuit. La nuit, là. Ouais, moi aussi. Mais vous pouvez quand même le visualiser, puis ça va vous aider. Puis c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, on commence avec les batteries, la main batterie de droite. On branche la Hot Battery Bus dessus, comme on vient de discuter. Par la suite, on a deux essentiels bus. On a elle de gauche, puis on a elle de droite. Et puis, qu'est-ce qui va alimenter la Left Essential Bus? C'est la Aux batterie. Et la Right Essential Bus, eh bien, c'est la main batterie. Comment faire pour alimenter ces bus? Assez simple. Oui, c'est assez simple, effectivement, parce que nos deux batteries qu'on a parlé de 24 volts, 40 ampères, eh bien, ils peuvent alimenter en tout temps les bus essentiels. Puis ça le dit, c'est des bus essentiels, ils sont essentiels. Donc, vous avez juste à ouvrir votre batterie master et automatiquement, les deux essentiels bus sont alimentés. Et ça, c'est pas bon à l'infini, ça va dépendre du voltage de votre batterie. Donc, c'est environ une demi-heure. Une demi-heure avec simplement la batterie. Donc, le Battery Master Switch va connecter la Aux batterie au Left Essential Bus, puis la main batterie au Right Essential Bus. Et tout au long du circuit électrique, vous allez voir, il y a des diodes. Une diode, c'est vraiment simple, c'est un one-way valve.
le courant va s'en aller dans une direction, mais il ne pourra jamais revenir. Puis c'est important parce que si on veut prendre les batteries puis alimenter les essentiels bus, ben ça va bien, mais on ne veut pas que le courant des essentiels bus ou de l'autre côté vienne alimenter une batterie, par exemple. Donc, nous retrouvons 2 diodes de chaque côté. Bon, tout ça, c'est beau, mais on a ouvert la batterie master, mais là, il va rester batterie master main inox. La main inox, à quoi qu'ils servent en réalité? Puis c'est là que c'est de la magie, c'est le fun, parce que au bout de la ligne, est-ce qu'on peut ouvrir main inox sans ouvrir le batterie master? La réponse est non. Vous pouvez l'essayer, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ça prend du courant, du batterie master, des batteries pour pouvoir passer dans le circuit que vous voyez ici. Parce que vous voyez, le courant de la main batterie est essentiel, il traverse la diode, et puis lorsqu'on ouvre le main battery switch, eh bien le courant va traverser le petit relais, puis il va refermer le circuit pour que le courant de la batterie s'en aille directement alimenter le right main DC bus pour alimenter le right main distribution, puis revenir au right essentiel bus. Pour ce qui est des lumières de batterie hot, là, je vous en parle vite, là, mais il y a un sensor qui peut nous protéger, justement. Ça va nous allumer les lumières pour dire que la batterie est trop hot, mais ça va vraiment être les anciennes versions de batterie. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pourrez chercher. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que nous autres, on a tout enlevé ça sur notre flotte d'avions, donc c'est quand même assez long à expliquer, puis c'est pas essentiel. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de compagnies qui fonctionnent avec ça. Mais en gros, ça voulait juste dire que la température de la batterie avait excédé, avait dépassé 65 degrés Celsius. Fait que, ben, il y avait le Courage qui disait, ben, fermez la batterie, c'est tout. Là. Puis la température devrait descendre. Puis ça arrivait souvent, ça, quand on avait un GPU puis il rechargeait une batterie faible. Mais là, c'est là que, oups, en rechargeant, ça chauffait. Puis après le décollage, bien, ça continuait. Bon, je pourrais tout de suite aller du côté left avec la aux batterie, mais on va rester du côté right, le côté droite. Et ça va être important parce qu'on va continuer à créer notre système électrique avec nos générateurs. Oui, parce que de chaque côté, bien, on retrouve un DC générateur, puis comme je parlais, ce générateur-là peut démarrer les moteurs, par la suite, il va générer l'électricité. Donc, les switches de générateur, on les laisse toujours à on, parce qu'on n'a pas besoin de les fermer, ils sont toujours à on, puis aussitôt que les starters se transforment en générateurs, bien, ils vont donner du courant pour pouvoir alimenter le petit relais et pouvoir laisser passer du courant qui va se diriger du côté du right main DC bus. Et bien, les lumières de générateur number 1 DC Gen ou number 2 DC Gen vont s'éteindre quand le courant va fonctionner, puis ils vont s'allumer quand le courant ne fonctionnera pas. Ça, c'est assez simple à comprendre. Ça se peut que les générateurs chauffent si vous avez la lumière Gen Hot qui allume. Ça, c'est une caution light. C'est jamais très agréable parce que ça... Oubliez pas, hein, je vous ai parlé que c'est un starter générateur, donc il va toujours rester quand même branché à l'accessory gearbox. Donc, s'il n'a pas bien fait sa job, ça se peut qu'il continue à tourner puis à chauffer. Le Courage va dire fermer la switch, c'est sûr, mais ça se peut qu'il continue à chauffer. Attention, il y a eu des problèmes avec ça. Oui, puis si les conditions d'overheat ont été causées par un fameux bearing qui a saisi, là, justement, bien, la lumière va rester allumée, puis bien, ça va justement amener un problème assez grave de ce côté-là. Ça peut même prendre en feu. Bien, maintenant, parlons de right secondary bus, parce que quand on continue le circuit, on peut voir qu'il y a un autre relais qui peut justement permettre la fermeture du circuit pour alimenter right secondary feeder bus. Et vous voyez juste en dessous du right secondary feeder bus, eh bien, on a le fameux TRU. Vous voyez, le TRU, d'un côté, c'est vert, de l'autre côté, c'est bleu. Fait qu'on a le bleu variable AC du côté du générateur. Puis de l'autre côté, on a le DC. Les TRU sont dans le nez de l'avion, puis ils vont convertir le AC en DC pour pouvoir continuer à alimenter les secondary bus, puis aider le circuit à continuer à avoir du courant. Et la particularité des TRU, ben, c'est qu'ils viennent online puis offline automatiquement. Aussitôt qu'il y a 115 variables AC, ben, qui a été généré. Puis lorsque les TRU produisent au moins 18 volts DC de l'autre côté. Maintenant, revenons du côté left, essentiel, ouais, du côté de l'aux batterie. On monte le circuit un peu. Et quand on commence à le dessiner, on trouve qu'il ressemble curieusement au côté droit. Mais non, pas du tout, vous allez voir. Quand on descend le circuit, eh bien, le left main DC bus et le left main distribution. Oui, vous voyez une diode, mais dans l'autre sens. Donc, de ce côté, le but de la aux batterie, c'est pas du tout comme la main batterie. La aux batterie, ben, c'est simplement, ils vont se servir du courant. Aussitôt qu'il y a du courant dans le left main DC bus, eh bien, ça va pouvoir servir à recharger la aux batterie. Mais ça sera pas du tout la aux batterie qui va emmener du courant au left main DC bus. N'oubliez pas qu'il y a une diode, puis la diode empêche justement de prendre le courant de la aux batterie puis d'alimenter la left main DC bus. Et c'est pour ça que quand vous regardez vos loads, quand vous ouvrez votre batterie master main inox, que la load
ça va se mettre à augmenter, mais pas du côté de la aux batterie, mais du côté de la main de batterie. C'est assez particulier. Mais alors, comment faire pour avoir du courant du côté left main DC bus? C'est ça la question. Et oui, vous avez deviné, c'est le main bus tie switch qui va être utilisé pour manuellement fermer le main bus tie. Puis ça, c'est dans le flow du cockpit. Et pourquoi qu'on l'utilise? C'est justement pour permettre au courant d'un côté d'aller de l'autre côté. Parce qu'oubliez pas, la aux batterie, elle ne va pas alimenter le left main DC bus. Ça va vraiment prendre le côté de droite pour alimenter le côté de gauche. C'est fait comme ça. Et ça ne prend pas toujours la manipulation de la switch pour pouvoir prendre le courant d'un côté et de l'envoyer de l'autre. Vous allez le voir, ça se fait automatiquement dans certains paramètres. Bon, alors continuons le circuit. Oui, c'est un peu pareil de ce côté-là. On a le Left Secondary Distribution Bus, on avait le Left Secondary Feeder Bus, puis encore une fois, on a le générateur, le starter générateur de gauche qui, lui, va donner du courant pour fermer son propre relais, oui, avec le GCU, et par la suite, le courant va aller alimenter, lui aussi, le Left Main DC Bus, comme le côté droit est allé alimenter le Right Main DC Bus. Et là, vous avez sûrement remarqué, le BBPU vient de faire son apparition, puis il est relié à 3 secteurs. C'est ça, il est relié à ces 3 tailles, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir les contrôler, pour les fermer et les ouvrir au besoin. Parce que le BBPU, ça veut dire Bus Bar Protection Unit, puis il est localisé, comme je l'ai dit tantôt, dans l'Electronic Rack, juste en arrière du premier officier, le siège. Et lui, il va réagir lorsqu'il y a des shorts dans le circuit, oui, d'un côté left main DC bus ou right main DC bus. Il va être contrôlé par le Generator Control Unit ou le GCU. Et aussitôt qu'il voit une variation qui est au-dessus de 300 à 400 ampères, c'est lui qui va dire « Hey, on a un problème, on va essayer de le trouver ». Donc, il va détecter le short dans le circuit d'un côté ou de l'autre, le left main DC bus ou right main DC bus. Et lorsqu'il va avoir effectué sa détection, il va allumer la lumière DC bus caution light pour isoler le côté électrique qui a un problème. Et 7 à 10 secondes plus tard, c'est là qu'il va enlever la puissance du côté du bus qui a un problème. On est rendu du DC Controls and Indicator. Donc, on parlait du Battery Master, il est juste ici. Puis en ouvrant le Battery Master, il va prendre le courant des batteries, puis il va les envoyer aux essentiels bus, gauche pour la aux, puis droite pour la main. Et la manière de se rendre compte que ça a bien fonctionné, ça va être de justement vérifier la load de left et right essentiel bus en observant justement une décharge en puissance. Vous allez avoir un chiffre négatif, donc moins 0.20 exemple pour la load de la main de batterie, puis même chose pour la load de la aux batterie. Il y a donc 3 items à vérifier quand vous ouvrez le Battery Master. On le fait tout, oui. Mais il faut commencer par vérifier que vous avez un minimum de batterie voltage de 22 volts sur les essentiels bus. Et vous devez vérifier également la main batterie load meter qui indique une décharge. C'est important ça. Et en troisième, vérifiez que la aux battery load indique une décharge également. Alors la prochaine switch à mettre on, c'est la main battery switch. Donc battery master, main. En mettant main, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on parlait. Oui, le courant va aller alimenter le petit relais qui va permettre au courant de la main de batterie d'aller justement alimenter right main DC bus puis right main distribution qui va revenir à la right essential bus. Et c'est là que vous allez remarquer qu'il va y avoir un taux de décharge qui va augmenter parce que vous avez toutes ces bus à alimenter, c'est normal. Et la main batterie caution light va s'éteindre. Alors la prochaine switch à mettre à on sera la aux battery switch. Et en ouvrant la aux battery switch, pourquoi il n'y a pas d'indication? C'est parce que la diode empêche la aux batterie d'envoyer du courant dans la left main DC bus, c'est juste pour ça. Eh oui, et une indication de charge négative, ça voudrait dire que justement la diode ne fonctionne pas. Et la prochaine, c'est la main bus tie qu'on va mettre à on parce que les générateurs sont toujours à on. Et c'est là que le main bus tie switch va connecter le right main DC bus au left main DC bus puis il va l'alimenter en courant. Et comme on parlait, le chiffre va augmenter. On va alimenter toutes ces bus. Là, il y en a encore plus. Fait que là, whoop, là, la batterie, là, la main batterie est en train de se vider à une vitesse encore fulgurante. Donc, il y a beaucoup de load, là, négative, bien sûr. Et là, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais pourquoi les secondary bus ne sont pas alimentés juste avec la batterie? Bien, imaginez si le circuit était fait comme ça. La batterie t'offrira vraiment pas longtemps. Mais si jamais vous vous rendez compte que, oups, la load est complètement extrême, mais ça se peut que ça soit ça. Ça se peut qu'il y ait un taille là, qui soit justement pas ouvert, que le circuit soit live. On ne veut pas qu'il soit live, le circuit. Assurez-vous que les secondary bus ne sont pas alimentés avec juste la batterie. Il ne faudrait pas.
Battery master. Les loads. Main. Les loads restent négatives, moins 52, moins 18. J'ouvre après ça, aux batterie. Ça reste pareil. Puis quand j'ouvre le boss taille, oh, là j'ai du courant de ce côté-là. Tu sais, vous voyez, ici j'ai right essentiel, right main, right secondary, je n'ai pas. Left secondary, je n'ai pas. Puis de ce côté-là, left main, j'ai 0. Left essentiel, je l'ai, mais pas left main. Puis ici, j'ouvre le boss taille. Et voilà, j'ai du courant dans la main. Essentiel toujours, puis je l'ai de ce côté-là. J'ai toujours pas dans les secondary encore, par contre. Et on est rendu avec la switch d'external power qu'on adore. Ben oui, c'est un petit GPU qui est branché à l'extérieur de la partie gauche du nez. Vous le branchez et puis la lumière va allumer. La lumière ne veut pas dire que le courant est bon, elle veut juste dire qu'il y a du courant. Donc, vous l'allumez et ça va vous donner un 28 volts DC à tout votre circuit, c'est magique. Alors, vous voyez la source external DC source ici qui est branchée directement sur left main DC bus, right main DC bus. Puis il y a deux petites branches qui s'en vont alimenter également les tailles ici qui vont permettre au courant de partir du left main DC bus puis aller alimenter left secondary et right secondary. Et voilà, votre circuit est rendu de plus en plus vivant. Vous avez du courant, quand même beaucoup, avec le DC External Power. Battery Master, Main et Knox. Les générateurs sont toujours à on. Boss taille vers l'avant. Puis on peut mettre notre GPU. Et de l'autre côté, eh bien, les générateurs sont toujours à on. Primary, Left and Secondary. Ça nous donne du courant alternatif avec nos inverteurs. Et c'est sûr qu'il y a des GPU qui sont moins bons ailleurs, fait qu'assurez-vous d'avoir au moins un minimum 24. Là, on voudrait 28 volts DC, mais c'est pas toujours le cas. Puis si vous êtes en bas de 24, qu'est-ce qui va se passer? Oups! Vos batteries vont recharger l'external power. On veut pas ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, assurez-vous d'avoir justement un courant au-dessus de ce que vous êtes supposé d'avoir avec vos batteries. Et également, quand vous allez vérifier justement là, votre DC, bien, vous allez voir les secondary bus qui vont fonctionner, qui vont être alimentés. Fait que vous allez avoir du 26-28 un peu partout. Puis une bonne pratique également, ça serait de fermer votre batterie master si vous quittez le cockpit, parce que si l'external power lâche, imaginez, oups, c'est vos batteries qui vont fonctionner, puis ils vont se vider progressivement. Vous allez être condamné à rester là. Puis il y en a d'autres qui vont dire fermer votre main Inox également. Ben là, la raison, c'est que vous le savez, ça va recharger vos batteries. Vous ne voulez pas nécessairement les recharger trop non plus. Fait qu'en les fermant, ça les isole. Vous voyez, si jamais vous fermez votre batterie master et que vous perdez votre external power, ben vous n'allez pas vider votre batterie. C'est un peu ça. Fait qu'on n'oublie pas, batterie master main Inox, générateur boss taille, s'il n'est pas dessus, on le met dessus. External power. Et de l'autre côté, primary, left, secondary, les générateurs sont toujours dessus. Ça nous donne, c'est fatigant, on va le muter, ça nous donne du courant pour pouvoir ouvrir tout de notre cockpit. Yes! Et on n'oublie pas, je quitte le cockpit. Je prendrai pas de chance. Fait que si jamais l'external power lâche, je perdrai pas tout. Et n'oubliez pas, les switches de générateur DC restent toujours live. Puis si vous startez vos moteurs avec l'external power, ben c'est lui qui a priorité. Ça ne sera pas vos starters générateurs. C'est vraiment l'external power qui a priorité. C'est pour ça que quand on le débranche, c'est là qu'on voit que les deux lumières DC Gen vont s'effacer, ils vont disparaître. Mais avant ça, les lumières DC Gen sont allumées. Et lorsque les deux moteurs vont tourner, puis que les starters vont devenir des générateurs, puis ils vont générer de la puissance électrique, ben c'est là que le main boss taille va s'ouvrir automatiquement. Vous n'aurez rien à faire, il va s'ouvrir. Et chaque générateur donnera à ce moment le courant du bon côté. Puis vous allez pouvoir utiliser le DC Load Générateur pour vérifier la load. C'est important de ne pas dépasser 0.7 au sol et 1 en vol. Et puis après le démarrage des moteurs, bien là, il n'y a pas de problème. Là, on peut s'en aller jusqu'à 1 là, pendant une minute sans problème. C'est correct. Bon, jusqu'à maintenant, les hélices sont fédérées, tout va bien, mais on n'a pas encore défédéré nos hélices. Donc, le courant reste comme ça. Il n'y aura pas de courant qui va être créé par la rotation de nos hélices tant qu'ils ne sont pas défédérés.
C'est pour ça que vous allez retrouver des lumières Caution Light allumées sur votre panel là, quand on est fédéré. Ça va dépendre de votre modification, soit 2781 ou 1983, parce qu'il y en a une qui a une lumière de plus que les autres. C'est Number 2 SPU Aux Power, qu'on a déjà parlé dans le système hydraulique. Mais oui, elle va être allumée. Sinon, bien sûr, ça va être les deux lumières ici, générateurs, qui vont être allumées, votre parking brake, vos deux TRU. Donc, ça fait 5 lumières, puis 6 pour le Number 2 SPU Aux Power si vous avez l'autre modification. Alors, quand on parle de bas, c'est un peu comme ce que vous avez à la maison, donc des bas, différentes couleurs, différentes sortes. On peut avoir les essentiels, les mains, les secondary, on peut avoir les batteries boss également. Il y en a plusieurs, donc chaque boss possède ses particularités, sa couleur. Donc, à partir de l'instant que vous défédérez vos hélices, eh bien, c'est là que vos IC générateurs vont entrer en ligne de compte. Ils vont fournir du courant pour alimenter vos TRU qui vont se transformer en DC. Et là, vous allez avoir un système complet. Alors, voici la configuration normale du système DC avec les deux générateurs online et les propres out of feather. Alors, en gros, qu'est-ce qu'un DC External Power va pouvoir nous fournir? Le GPU. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il y a un overvoltage protection à 31,5 volts qui est situé à l'intérieur de votre avion là, pour le DC. Et puis, ça va permettre d'avoir du courant dans toutes vos bosses. Toutes vos DC boss taille vont se fermer automatiquement. Oh oui! Et les générateurs DC vont être isolés durant le démarrage moteur. Donc, le GPU va avoir la priorité sur toutes les autres sources de DC de votre circuit. C'est le maître du circuit quand le GPU est là. Donc, en arrivant dans le cockpit, si vous voulez mettre de l'électricité dans votre avion, c'est assez simple. Vous voyez, dehors, à l'extérieur, on a un GPU qui est branché. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'à gauche, on a du DC et à droite, du AC. Vous voyez les petites boîtes, là? Quand on parle de DC, c'est vraiment la petite boîte, le carré, le rectangle ici. Puis quand on parle de AC, c'est vraiment le rectangle ici. Fait qu'on commence toujours par ouvrir notre DC. Battery Master, Main et Knox. Les générateurs sont toujours à on. Boss taille vers l'avant. Puis on peut mettre notre GPU. Et de l'autre côté, eh bien, les générateurs sont toujours à on. Primary, Left and Secondary. Ça nous donne du courant alternatif avec nos inverteurs. Donc, les lumières Caution Light Number 1 DC Gen ou Number 2 DC Gen, une ou l'autre, donc ça se peut qu'ils soient allumés si vous n'avez pas allumé votre switch ou si le GCU de votre générateur juge que ça serait mieux de le déconnecter pour une raison X. Souvent, avec un petit reset on and off, ça va régler le problème. Ça m'est arrivé souvent sur la ligne. Et quand vous perdez un générateur, c'est garanti, votre taille va se fermer entre les deux juste ici pour permettre au courant d'un générateur d'aller alimenter de l'autre côté. Bon, maintenant, il y a un problème qu'il y en a beaucoup qui parlent. Si jamais on perd les deux générateurs, c'est important de faire le QRH. On peut faire un générateur, puis par la suite, les deux si on veut. Mais n'oubliez pas que si on perd les deux générateurs, la checklist va nous emmener à une opération qui va dire « Attention », parce que si vous perdez un TRU, puis vous avez fermé votre batterie, puis tout ça, oups, là, on pourrait perdre nos ARs. Puis tout en réalité. Deux DC Gen qui lâchent en même temps. Faut tenir compte d'un élément. Number 1 DC Gen et Number 2 DC Gen, ils vont dire de l'essayer individuellement. Ça fonctionne pas, eh bien ils nous disent de fermer la main Knox batterie et la batterie master. Fait que je vais fermer la main puis la aux batterie. On voit la main et la aux batterie qui allument. Attention, avec le battery master switch à off, si on perd un TRU seulement qu'un, on va perdre toute l'électricité au complet dans notre avion. Oui, on va fermer le battery master. Pour l'instant, aucun changement. Avec ça, c'est une panne de 2 DC Gen, bien simplement. Et si je perds un TRU, regardez bien ce qui va se passer. Êtes-vous prêts? Il vous reste plus grand-chose.
À part la Lune, l'idéal, c'est d'allumer la Dome Light puis d'essayer de voler avec notre horizon. On peut rouvrir le battery master, mais ça va prendre quand même un certain temps pour que tout revienne. Fait que vous gardez vos ailes droites avec votre horizon, parce qu'il n'y a plus rien. On n'a même plus les gauges qui nous indiquent le torque. On n'a pas grand-chose. Alors, il vous reste une solution, réouvrir le battery master. Fait que tout va revenir dans l'ordre, mais les ARS, ça va prendre un certain temps. Donc, ARS veut dire Attitude Aiding Reference System. C'est nos gyroscopes, la position de notre avion, donc les paramètres. Ça, vous allez retrouver ça dans le plancher de votre avion, juste là. Vous ouvrez le panneau et puis ils vont être là, les deux ARS, des belles boîtes rectangles noires. Elles sont pas si grosses. Et chaque boîte ou unité, ben, ça contient un gyroscope qui est vraiment, mais vraiment très sensible au pitch, au bank, au yaw puis au roll. Il y a également un compass flux, valve puis un accéléromètre qui sont aussi inclus dans chaque unité. En gros, tous les mouvements et caps là, de l'avion vont être détectés et transformés pour les apporter d'une manière électronique à notre cockpit. Parce que traditionnellement, les gyroscopes étaient directement connectés mécaniquement à leurs instruments respectifs. Mais du côté du Dash 8, eh bien, les inputs électroniques, ou plutôt les outputs de chaque ARS sont électroniquement transmis au Air Data Computer puis à l'Autopilot Computer. Et c'est là que le Air Data Computer va prendre les informations, va les computer, va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, puis va les renvoyer aux instruments respectifs. Comme par exemple HSI, DI ou l'autopilote, le système d'autopilote ou l'antenne de radar de stabilisation. Étant donné que ces informations-là sont très critiques, surtout là, quand on vole aux instruments, il y a deux unités, comme on vient de dire, qui sont installées. Puis en plus de ça, il y a un dual power source avec l'automatic switching. Ça veut dire qu'il y a une source de puissance double, puis elle va switcher automatiquement s'il y a quoi que ce soit. Et pour initialiser les gyroscopes qui sont à l'intérieur, il va falloir que ton avion soit stable sur une surface sol pendant au moins 3 minutes parce que ça spin. Fait que pour stabiliser vraiment le gyroscope, ça va prendre 3 minutes. Et quand vous perdez votre puissance aux ARS en vol, il va y avoir un résultat assez dramatique parce que le gyroscope va spinner tranquillement en ralentissant. Puis si jamais vous avez perdu votre électricité, puis là vous la réallumez, ça se peut que ça fonctionne, mais ça se peut que ça fonctionne pas non plus, ça va prendre un certain temps. Fait que peut-être qu'il n'a pas arrêté de spinner complètement, il a gardé une certaine vitesse, fait qu'en rouvrant l'électricité, hop, ça va repartir, puis peut-être que vous allez être correct, sinon il va falloir attendre 3 minutes. Et on parlait qu'il y avait deux sources de courant, on les voit très bien ici avec les deux boîtes ARS. On a Left Essential Bus, puis on a Left Main Distribution côté gauche. Puis côté droite, vous l'avez deviné, c'est Right Essential Bus et Right Main Distribution. Fait qu'Essential Main de chaque côté. Fait que si le courant ne fonctionne pas pour alimenter ces petites boîtes-là, il va switcher de bus. Puis pour perdre les deux boîtes au complet là, avec l'alimentation d'électricité, pensez-y, il va falloir perdre 4 bosses, mais 4 bosses complètement différentes. Que ce soit Essential Main, c'est des bosses différentes. Fait que ça prend vraiment une bad luck. Ouais, ça prend une bad luck, mais ça peut arriver parce que si jamais vous perdez justement un TRU, vous allez perdre tout votre DC avec l'exception de votre secondary bus. Parce que le bus tie, lui, il va se fermer. Donc, on parlait de 2 générateurs, on perd un TRU, on perd tout, excepté une bosse. Mais vous avez vu, la secondary bus, elle fait pas partie de ces 4-là. C'est là que vous allez avoir votre problème. Fait que c'est à ce moment que vous allez perdre vos 2 ARS, puis la réinitialisation des ARS, ça se peut que ça fonctionne pas vraiment très bien. Bon, si vous avez la lumière Caution Light qui allume number 1 DC Gen Hot ou number 2 DC Gen Hot, vous avez deviné, hein, c'est parce que votre générateur DC va avoir chauffé. Oui, et la checklist va nous dire de fermer le générateur en question. C'est normal. La lumière peut s'éteindre après l'avoir fermé, mais elle peut rester allumée. Faites-vous-en pas, parce que si c'est un overheat et il est vraiment chaud, le sensor va continuer à envoyer le signal. Et dans le nez de l'avion, comme on parlait, il y a 2 batteries. On a des batteries NiCad pour certaines compagnies, mais c'est plutôt rare. À cette heure, c'est des LED acides. Puis ces batteries-là sont vraiment extraordinaires. Puis il y en a une autre sorte aussi qui sont en train de sortir sur le marché. Mais ces batteries-là, peu importe quelle sorte que vous avez, sont dans le nez de l'avion. Vous avez la main et la aux qui est juste en arrière. La main est en face de vous. Et dans le cockpit, le Battery Load Monitor, il est juste là. Vous allez avoir main batterie load puis aux battery load.
Et le maximum rate est de 1.0, vous l'avez deviné, et si jamais il y a un petit plus, ça veut juste dire que c'est en train de charger. Si par contre vous avez le signe moins, ben ça c'est que c'est en train de se drainer ou se décharger, donc c'est parce que la batterie est en train de se vider progressivement. Si vous avez ça en vol, c'est pas bon signe. Et sur ce petit panel de DC, ben oui, on va retrouver d'autres choses. On va avoir la load, l'indication de la load pour le DC Power Source. Donc, vous avez left essentiel, left main, left secondary ou right essentiel, right main et right secondary. Et ça, on appelle ça ben, le voltage des bus. Et à droite, ben là, vous pouvez retrouver la load des générateurs et des deux TRU. Pour ce qui est de la Caution Light Main Battery ou aux Battery, ben, ça signifie que ben, il y a un problème avec le Main Battery qui est offline ou aux Battery qui est offline. Mais si jamais la switch est sélectionnée off, ben, la lumière va allumer. Et si jamais le BBPU a détecté un short dans le bus en question, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va débrancher la batterie, donc soit la main, soit la aux. Ça se passe 7 à 10 secondes plus tard. Et la Bus Bar Protection Unit est constamment monitorée par le GCU de chaque générateur, là. Puis il va réagir à un short du circuit. Et le BBPU que vous voyez qui flash actuellement, ben lui, il va réagir aux données reçues des GCU parce que les GCU, c'est eux qui vont monitorer constamment, voir la puissance, puis il va réagir à un short de n'importe quel des mains DC Bus. Puis si jamais il y a une short dans l'autre des mains DC Bus qui est détectée, bien, le BBPU, lui, va allumer automatiquement la lumière DC Bus Caution Light pour que l'équipage soit au courant qu'il y a un problème. Puis en même temps, il va s'assurer que le main DC Bus là, en question, bien, il n'est pas connecté aux autres bus en ouvrant les 3 bus tie contacteurs. Donc les 3 bus tie contacteurs vont être ouverts pour s'assurer que la bus qui aurait un problème, bien, il n'ira pas propager le problème, vous comprenez? Puis s'ils sont déjà ouverts, ben, c'est pas de stress. Mais ça arrive souvent. Mais ils vont juste s'assurer qu'ils vont pas fermer, là. Tu veux pas propager ton problème. Et les fameuses bosses, on parle de left main DC puis right main DC, bien, sont protégées d'un court-circuit par le BBPU. Puis ils sont localisés dans le nose compartiment. Donc ces bosses-là sont là. Puis le BBPU, lui, ben, comme on parlait, il est dans un rack en arrière du copilote, la petite boîte bleue que vous voyez là. Imaginez si le short est plus que 7 à 10 secondes, ça reste allumé, la catastrophe qui pourrait arriver dans le nez de l'avion. Donc on veut pas ça. Donc 7 à 10 secondes, puis si le problème est détecté, il va isoler le circuit. Et c'est pour ça que si jamais le short circuite, oui, d'un côté ou de l'autre du main DC Bus, soit left main DC Bus ou right main DC Bus, est encore présent après 7 à 10 secondes de la détection, bien, le DC Bus Caution Light va allumer, ça on le sait déjà. Puis c'est là que le GCU, du côté affecté, que le problème va enlever toute la puissance électrique de ce bus-là. Puis ça va isoler la bosse qui a un problème. Puis ça va partir le timer 7 à 10 secondes. Puis si jamais il est encore présent, bien là, ça va couper. Ou si vous préférez, enlever la puissance sur la bosse qui a un problème. On veut l'isoler. Et c'est à ce moment que tous les services électriques qui prennent leur énergie du left main DC Bus puis left main Distribution Bus, bien, sont perdus. Et vous allez retrouver les lumières DC Bus, Number 1 DC Gen, aux Battery puis aux Inverter. Il va en avoir d'autres, mais ça, c'est les principales. Courage nous dit de fermer la aux Battery Switch puis le Number 1 DC Gen Switch puis faire un petit reset avec le BBPU. Utilise le Bus Fault Reset Switch, mais attention, n'aie pas la switch, juste un petit clic-clic. Puis le short peut provenir justement du Number 1 DC Gen ou de la batterie. Puis si c'est le cas, ben de left main DC Bus pourrait être énergisé à partir du right main DC Bus. Donc si le reset fonctionne, ben le short qui a détecté un ampérage entre 300 et 400 ampères ben, était sur le bus lui-même. Et si la source de puissance provenait de l'aux batterie ou du Number 1 DC Gen, bien, les lumières associées seront DC Bus, Number 1 DC Gen, aux batterie puis aux inverter. Puis en faisant le Courage, ils vont dire turn off la aux batterie puis Number 1 DC Gen puis essayer de faire un petit reset. Puis dans l'exemple qu'on voit ici, ben, avec le Bus Fault Reset, ben, on a gagné, oui, parce que le short a été isolé sur le Number 1 DC Gen. Et un autre exemple ici, ben on voit que, oui, il y a eu un short, le DC Bus allumé, Number 2 DC Gen, puis main batterie. Maintenant, parlons du TRU Transformer Rectify Unit qu'on retrouve dans le nez de l'appareil. Oui, parce que le TRU est assez important. Oui, c'est une source de 28 volts DC. C'est pas le même DC que vos générateurs DC, mais c'est quand même un DC qui est assez important. Oui, et il y a 2 TRU qui vont prendre du 115 volts variable AC, puis ils vont le transformer en 28 volts DC.
Et les deux TRU ben, sont localisés justement dans le nez, in the upper nose compartment, juste celui-là. Vous allez ouvrir le panneau et puis vous pouvez avoir accès à ces deux TRU. Dans le cockpit, c'est toujours à gauche, au-dessus de la tête du commandant. Vous avez Left TRU et Right TRU. Ça, c'est le sélecteur pour vérifier votre load. On a des breakers également, les circuit breakers qui sont en arrière du copilote. 115 volts AC variable frequency. Comme on parlait, les TRU, ben, il y a les breakers ici qu'on peut tirer si jamais on a besoin de les isoler. Mais il n'y a pas de switch pour fermer les TRU. Les TRU, c'est les breakers. Puis durant une opération normale, ben, le TRU de gauche va envoyer 28 volts DC au left secondary bus, puis lui de droite va envoyer du 28 DC au right secondary bus. Pas plus compliqué. Le courant il va s'en aller alimenter les deux bus respectifs. Et chaque TRU va être un backup pour l'autre. Fait que s'il y en a un qui lâche, l'autre va fournir le courant de l'autre côté. Vous voyez le petit relais ici, il y a du courant qui l'alimente pour garder le circuit ouvert, mais si jamais il lâche, pouf! Et voilà. Le relais ne sera plus alimenté, donc il va retomber et le courant va passer de right secondary à left secondary ou l'inverse. Même chose si vous perdez le droite. Jusque-là, tout allait bien. Là, c'est le contraire, la lumière va allumer et puis c'est le left secondary qui va alimenter le right secondary. Et si jamais les deux DC gens sont offline, ben les TRU ils peuvent alimenter tout le circuit électrique. C'est ça la joie. Puis si vos TRU chauffent, ben vous fermez quel switch? Ben, il n'y a pas de switch, le smart tire sur les circuit breakers. Voilà, ben oui, les petits breakers en arrière, c'est tout. Maintenant, parlons des fixed frequency AC. On parlait des variables, ceux qui arrivent du moteur, les listes, tout ça. Là, on parlait des fixes. Donc, c'est du courant qui est créé par nos inverteurs. Il va être pris justement de notre source de DC, va descendre jusqu'aux inverteurs pour après ça être converti. Et oui, vos switches sont du côté copilote. Juste ici, on a primary et on a aux et secondary. Ça, c'est nos inverteurs. Et côté Caution Light, ben oui, il y a les lumières Caution Light, Primary, Secondary, aux, puis Left 26 volts AC et Right 26 volts AC. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque inverteur a besoin de courant pour pouvoir prendre du courant DC et le transformer en AC. Et chaque inverteur va prendre son courant dans des bosses différentes. Oui, absolument, parce que le primary inverter va prendre son courant du left essential bus, tandis que le aux inverter, lui, ça va venir du left main distribution bus, puis le secondary inverter, lui, c'est right essential bus. Donc, à chaque fois qu'on ouvre la switch de l'inverteur, on va aller chercher le courant respectif pour l'apporter jusque-là. Et jusque-là, ça veut dire le paralleling control box. Et lorsque le courant arrive, exemple, du left essential bus vers le primary inverter, puis qu'on ouvre la switch, le courant va poursuivre sa route jusqu'au 115 fixe AC, qui va être transformé en 26 volts fixe AC. C'est un transformateur qui va faire ça. Donc, les inverteurs, en gros, vont prendre le 28 volts DC des bus en question, puis ils vont le transformer en 115 volts fixed frequency 400 Hz. Et ils sont localisés sous le circuit breaker panel du capitaine juste là. Ça, c'est nos inverteurs qu'on trouve là. Ils sont refroidis avec l'air du cockpit puis la circulation au-dessus de l'électronique rack. Ils sont pas faciles à trouver, mais on les entend bien. Ils sont juste là en arrière. Il y en a 3. Et quand les lumières d'inverteur Caution Light allument, ça veut juste dire que l'inverteur en question va cesser de fonctionner. Ça, c'est simple. Donc, si jamais votre primary inverter lâche, eh bien, automatiquement, la lumière va allumer. Puis là, le Quarry, je lui vais dire, ben, ferme-le, et puis prends ton aux, puis envoie-le du côté fill. Donc, l'aux, on va l'envoyer du côté primary, ça va être important. Alors, c'est le courant du left main distribution qui va s'en aller faire fonctionner le aux inverter, puis avec la switch, on va envoyer notre courant dans le bus du primary inverter, qui lui va se charger de transformer le 115 fixe AC en 26 volts fixe, puis ça va s'en aller dans le bus respectif. Donc, si jamais c'est le secondary inverter qui lâche, il va falloir prendre le aux puis l'envoyer du côté de lui qui est lâché pour pouvoir fournir le courant de l'aux inverter justement au côté qui ne fonctionnait plus. Et si jamais c'est le aux inverter qui est lâché, ben là, il n'y a pas de solution. On le laisse au centre, puis ça se termine de même. Puis habituellement, les inverteurs, c'est toujours primary, on l'ouvre, left, puis secondary. C'est ça la petite phrase. Fait qu'on ouvre le primary, on l'envoie vers le bas. Left, c'est le aux qu'on va mettre à gauche. Puis le right, lui, on va le mettre en bas, on va l'ouvrir. Donc primary, left, secondary, ça serait ça la bonne méthode. Ils sont à on les 3 tout le temps. Et de toute façon, le système a été modifié pour se faire automatiquement. Donc, si vous perdez le primary ou le secondary, le aux va s'en aller automatiquement du bon côté. La switch, elle s'en ira pas, mais en dessous, la fonction va être automatique.
Et côté boss, Lev 26AC ou Ride 26AC, ben quand la lumière allume, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui s'en va là. Puis quand vous avez le Lev 26AC ou Ride 26AC, ben ça peut être simplement la perte de la bosse en question, ou bien ça peut venir juste avant. Là, on parlait du 115 volts AC. Oui, ça se peut parce qu'il y a un transformateur qui va l'emmener en 26AC, puis ça se peut que ça vienne de là, le problème. Et quand vous avez votre problème avec une boss 26 AC, ben vous avez juste à regarder dans le QRH, ils vont vous dire qu'est-ce qui ne fonctionnera plus parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part vous assurer que vous n'avez pas tant besoin, mais on ne peut pas resetter, c'est fini. Tout ce qui est sur la boss 26 AC, ça ne fonctionnera plus parce que le courant qui arrive du 115 volts AC, puis qui va se transformer avec le transformateur pour 26 volts AC, et soit qu'il arrive plus de là ou soit que la boss a un problème, il n'y a plus de courant là-dessus. Il n'y a rien qui marche. Et du côté du 115 volts variable AC, là, la puissance va être sortie de ce petit générateur AC qui est sur le moteur juste là. Wow! Puis il y a une boîte contacteur qui est dans le wheel well également, dans les wheel wells. Donc, deux variables frequency AC générateurs sont directement sur le reduction gearbox de l'hélice de chaque moteur. Puis le RPM de ces générateurs-là va varier selon le RPM du moteur puis le reduction gearbox. Puis la seule utilité là, de ces générateurs AC qui fonctionnent avec l'hélice, ben, c'est pour nous donner du variable AC. Puis ça va être pour chauffer, comme on parlait, des éléments électriques ou bien nous permettre d'avoir du courant pour les pompes de grande capacité comme les moteurs électriques, les SPU hydrauliques ou les Fuel Boost Pompes. Puis on n'oublie pas que les deux TRU peuvent être une source de courant DC pour tout le circuit également. Et on voit que le panel gris ici, juste en arrière encore une fois, le Left Prop Heat. On a également Left Elevator On Heat, Left Engine Intake Heater, Right Hydraulic Pump, le SPU, Left TRU, variable AC à 28 DC et Left Fuel Tank Boost Transfer Pump va être lié sur ce panel. Puis on a également tous les éléments à droite, le Right Prop Heat, Elevator On Heat, Engine Intake Heater, Left Hydraulic Pompe, SPU, puis Right TRU, variable AC. Donc, ces deux grosses pompes-là vont alimenter tout ce que vous voyez là. Puis chaque variable AC générateur a un GCU, puis le GCU, lui, est localisé dans le EC Contactor Box, juste là dans le wheel well de chaque nacelle. Oui, puis les 6 générateurs sont refroidis par l'huile moteur. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de quand il y a un générateur AC qui commence à chauffer, bien, ça peut être lié à un problème moteur. On l'a vu dans le passé. Et chaque variable ici de générateur va produire 3 phases de puissance électrique qu'on va appeler la phase A, B et C. Puis vous les avez dans le cockpit quand on regarde ça, on a ABC à gauche et ABC à droite. Il y a quelques items qui vont utiliser les 3 phases ABC, mais il y en a d'autres que c'est simplement une phase, exemple juste A. Et le voltage et la load de chaque phase peut être observé en utilisant le variable ici load sélecteur que vous avez juste là. On a également les breakers Standby Hydraulic Pump, on a Left TRU Fuel Ox Pump, puis même chose avec à droite. Vous les voyez les 6 qu'il y a là, ben, c'est pas mal les gros morceaux du générateur AC. Là. Et vous voyez sur ce dessin, exemple number 1 EC Gen, il y a 3 petites branches qui vont sortir du générateur, puis 3 autres. Donc, vous voyez, les 3 autres s'en vont alimenter de l'autre côté si jamais il y a un problème. Puis on a besoin d'avoir un générateur qui alimente les deux côtés. Ça en fait 6, ça. Même chose avec le générateur numéro 2. On a les 3 branches qui s'en vont dans son circuit et on a 3 autres qui s'en vont dans l'autre circuit en dernier recours. Lorsque les deux moteurs tournent et qu'ils sont out of feather bien important, bien, les deux variables ici générateurs sont sélectionnés on, c'est ce que vous allez avoir. Le générateur numéro 1 et le numéro 2 Caution Light vont allumer pour indiquer que le générateur ne produit pas de puissance. Donc ces lumières-là peuvent être allumées même avec la switch à on. S'ils sont fédérés, les générateurs, les lumières vont quand même rester allumées. Puis s'ils sont défédérés et les lumières restent allumées, là, on a un problème à moins que la switch soit off. Ici, voici une démonstration d'une panne du number 1 EC Gen. Quand ça arrive, vous voyez, pouf, le relais, le GCU va se transférer de l'autre côté, puis ça va ouvrir le passage pour les 3 phases du générateur numéro 2 qui vont s'en aller du côté du circuit numéro 1. Et si jamais c'est le numéro 2 AC générateur qui
lâche, mais vous voyez ici, le courant va arrêter d'alimenter le relais, puis pouf, il va s'en aller combler le petit passage que vous voyez en bleu-vert, et puis le courant va partir des 3 phases du générateur numéro 1 pour s'en aller dans le circuit de droite. Puis c'est lui qui va alimenter les deux côtés. Ça, c'est fait automatiquement avec les cross-ties. Oui, ça se ferme automatiquement. Bon, des fois on dit on ferme, des fois on dit on ouvre, là, ça peut être mélangeant. Mais on se comprend, le courant il arrive, hop, il n'y a plus de passage, donc c'est parce qu'il est ouvert, hein, c'est impossible. Si par contre il est fermé, là je peux circuler. Assez simple. Puis encore une fois, si vos lumières Caution Light AC Gen deviennent trop chaudes, bien, ils vont dire fermez vos switches, ça c'est certain. Puis ça se peut que ça soit encore trop chaud, comme le générateur DC. Donc en fermant la switch, ça devrait régler votre problème, mais s'ils sont encore trop chauds, la lumière va rester allumée, même si la switch est fermée. Ça peut être possible. Et comme on parlait, ça se peut que Number 1 AC Gen Hot ou Number 2 AC Gen Hot t'apporte un problème d'huile. Oui, parce que si ça chauffe, ça se peut que ça vienne de l'huile moteur. Enfin, allez vérifier votre température d'huile du moteur en question. Ça pourrait vous donner un petit input. Ben oui. Et la load et le voltage vont être lus pour les 6 systèmes sur le panel juste au-dessus du premier officier. Mais oui, on en a déjà parlé de ça amplement. Mais c'est pas grave, on fait toujours de la répétition, de la révision. Vous pouvez l'arrêter la vidéo et la regarder plus tard. Aucun problème, vous allez finir par comprendre tout du système électrique. Bon, le petit carré qui est là, comment ça fonctionne? C'est qu'il va chauffer l'entrée d'air moteur, mais ça va prendre certains paramètres. Oui, tout d'abord, il faut que l'intake bypass door soit open. S'il est fermé, ça ne fonctionne pas. Par la suite, il faut que le high pressure sensor soit alimenté en pression. Oui, ça veut dire que le moteur doit tourner. Puis il faut également que la température extérieure soit de 15 degrés Celsius ou plus froide. Donc, le petit panneau en dessous de la nacelle, lui, on le garde toujours ouvert de toute façon, donc c'est supposé de chauffer. Puis si jamais il n'est pas ouvert, il est fermé, il ne chauffera pas. C'est logique, tu ne veux pas chauffer, dégeler de la glace, puis ça rentre dans ton compresseur. Tandis que la bypass, quand elle est ouverte, là, ça va être correct. Puis ça prend environ 35 à 40 secondes pour ouvrir complètement ou fermer complètement. Là. Et si jamais vous avez un doute, vous voyez que c'est écrit open, mais il ne chauffe pas, ça se peut, là. Ça se peut que ça ne soit pas exactement à 15 degrés Celsius, mais un petit peu en dessous, ça dépend vraiment de la précision des boîtes ou l'usure. Mais si jamais vous avez des doutes, vous voulez en être certain que c'est pas la lumière qui est brûlée ou tout ça, eh bien, c'est toujours branché sur la phase A. La phase A. Donc, en vérifiant la phase A, vous êtes capable de savoir si le courant passe. Vous pouvez comparer les deux côtés ou juste ouvrir le bypass. Donc, ici, quand on regarde l'exemple, oui, on voit qu'on avait 0.32 et quand on ferme le bypass, là, il chauffe plus, donc il va être à 0.24. Puis par la suite, quand on le rouvre, là, il est supposé chauffer, puis il reste à 0.32. Donc, si jamais le chiffre change, le problème, c'est l'indication. Ça n'a rien à voir, le heater fonctionne. Et du côté des bus, left AC bus puis right AC bus, on va en parler un petit peu. Parce que s'il y a une faute dedans, un short dans le circuit, entre le AC générateur et le AC bus, ou bien sur l'AC bus, le AC bus va automatiquement se débrancher. Oui, il va arrêter de s'alimenter. Oui, effectivement, le left ou le right AC bus Caution Light va allumer, et puis le variable AC bus, il fonctionnera plus, puis il va être mis de côté parce qu'il va avoir un cross tie qui va bouger en position neutre. Puis ça se peut aussi qu'il y ait une fuse qui brûle, donc oubliez ça. Ça ne sera pas possible de revoir. C'est pas comme le DC bus qu'on peut faire un petit reset et essayer. Quand vous avez un problème de AC bus, c'est terminé, vous avez un problème, n'allez pas dans la glace parce que vous ne pourrez pas ramener ce que vous avez perdu. Donc, quand vous avez un left AC bus ou right AC bus, il va être allumé, mais il ne sera jamais tout seul. Il va être avec plein d'autres trucs. N'oubliez pas que quand vous avez des lumières électriques, il y en a plein, il y a souvent un bus qui est associé à ça. Puis c'est ça qui a fait que les autres lumières sont arrivées. Essayez de trouver le bus. Si vous avez le bus, c'est ça le problème. Allez pas voir un AC Gen, allez voir AC Bus si vous avez un bus. Ça va vous enlever tout le reste, là, les éléments électriques. Et dans notre cas, si c'est à gauche, on va avoir perdu le Engine Intake Heater, le Left Prop Heat Light va arrêter de cycler, le Number 1 Fuel Transfer Pump va être unserviceable, puis il va y avoir le Left Elevator On Heat ou Heat qui va arrêter de chauffer. On a le Left Wing Angle of Attack qui va arrêter de chauffer également, et normalement, les deux windshield heats seront perdus. C'est vraiment pas le fun. Quand je vous dis que AC Bus égale glace, là, allez plus dans la glace. Donc, quand vous avez une vis dans le AC Bus, oui, ça va pas bien. Vous avez la lumière left AC Bus, puis vous perdez automatiquement, oui, la fuse a sauté, vous perdez tout ce qu'on vient d'énumérer. Puis le fameux bus tie va isoler les deux sources de puissance, puis tous les services de la bus en question vont être perdus. Vous ne pourrez rien faire.
Et étant donné que le problème est d'en bas, c'est que le number one AC Gen, lui, il continue à fonctionner. Fait qu'il va pouvoir fournir du courant pour le côté droit, là, le côté numéro 2, au besoin si le number 2 AC Gen lâche. Mais s'il fonctionne le number 2 AC Gen, on n'a pas besoin. Là. Et on parlait de left, ben right, c'est la même chose, sauf que tout est à droite, ou presque. Et du côté du EC External Power, on l'utilise jamais ou pratiquement jamais, c'est surtout du côté de la maintenance. Mais attention, oui, on fait bien de dire attention parce qu'il faut mettre le Battery Master à on pour pouvoir activer le DC Control Relay quand tu vas utiliser l'external variable EC Power. Ça, c'est important. Et normalement, ben oui, l'EC External Power, c'est juste pour la maintenance. Puis si vous faites du training, attention dans le hangar avec le External EC appliqué parce que le Propeller Heat, il pourrait vraiment chauffer. Et les portes de gear aussi pourraient fermer, donc assurez-vous que les pins sont mises, assurez-vous que le système de prop il est fermé. Ça, c'est arrivé, l'avion a été mis sur les jacks, puis l'external power était appliqué, il y avait un after landing qui avait mal été fait, puis le prop DI sont toutes brûlées, les pales. Attention avec l'EC External Power. Et ici, vous allez trouver l'endroit pour la brancher. Il y a un trou, vous ouvrez l'habitacle et le petit panneau, vous mettez ça là. Et la switch est sur le panel du côté copilote FO, oui, juste ici, puis ça va vous allumer la lumière. Puis c'est pour ça que souvent, quand on fait des rejects, on dit ici, DC, batterie, c'est qu'on veut fermer tout le courant. Fait qu'on s'assure que l'EC External Power, il a été enlevé, le DC External Power, puis la batterie, ça va isoler tout votre avion, il n'y aura plus de puissance électrique. Ici, DC. Et maintenant que nous connaissons bien le circuit électrique, on va parler des limitations. Oui, les limitations, mais during ground operation, oui, au sol, chaque DC générateur est limité à 0.7 maximum. Mais ça, c'est juste en situation normale. Quand vous venez de faire un battery start, ça peut être plus haut, là. Ça peut monter pendant 1 minute au moins. Et c'est un maximum DC Generator Rating en vol de 1.0. Pour ce qui est des TRU left et right, c'est la même chose au sol puis en vol, c'est 1. Les variables ici générateurs for ground operation jusqu'à 10 degrés Celsius, c'est 1. Mais quand on parle d'au-dessus de 10 degrés Celsius, ça serait 0.33. Et c'est ce cadran-là juste là. C'est pas lui, ça c'est les inverteurs. C'est à côté, c'est les phases. C'est maximum 0.33 quand il fait 10 degrés Celsius ou plus chaud. On veut pas aller chercher trop de l'autre quand il fait trop chaud. Sinon, les variables ici, générateur load meter en vol, ben là, ça serait 1 à ce moment-là. Et maximum fixe ici, inverteur reading for ground and flight, ben les inverteurs, c'est toujours 1. Et ça complète ma petite révision du circuit électrique du Dash 8. C'est pas très compliqué, hein, je vous l'avais dit. C'est une machine, ah oui, magnifique. Mais on se voit dans le nord, don't make me walk when I want to fly. Les autres avaient le jaune. N'importe quoi. Mais t'avais le jaune, man. T'es pas game. T'es pas game. N'importe quoi, du monde. N'importe quoi.